applaudissements, toute l'équipe des Nintendo. On commençait par Ken Bogart, suivi et bien de Lady Sunday. Juste derrière, je me décale, c'est mon Mitaine, c'est mon frérot qui me ressemble. Derrière, il y a moi, Nistar. Et puis donc, le monsieur Pokémon #1 France. Ils sont là pour vous. Régalez-vous les copains. On est d'accord Ken, je viens avec toi. C'est toi qui présente cette émission. Oui. Bonsoir. Waouh, je vois le jeu à bas sur Wii, ça me fait très peur. Oui, on l'a offert juste avant de monter. Quel enfer. C'est pour cœur, c'est un peu chaud, je pense. C'est pour passer une bonne soirée tous ensemble. Pour passer une bonne soirée, exactement, c'est ça. Alors, juste, j'ai confirmé aux gens Pokémon et la nouvelle console Nintendo. Ah, très bien. Tu fais très bien de dire nouvelle console Nintendo et pas nouvelle Switch. Oui, c'est t'as vu. Exactement. J'ai essayé de bosser mes fiches. T'as appris ton texte, tu serais pas acteur. Peut-être. Il y a peut-être un petit fond de quelque chose. C'est exactement ce dont on va parler ici. On va parler de Pokémon et pourquoi la licence est aussi mal aimée. On va parler de tout ce que l'on sait sur la prochaine console Nintendo. Il y aura une FAQ pour poser toutes vos questions sur l'univers Nintendo. Donc, je rappelle, les Nintendo, c'est une émission hebdomadaire, un podcast autour de l'univers et de l'actualité Nintendo. Voilà, on est tous ensemble réunis, généralement autour de quelques micros pour en discuter. Là, on a la chance d'être accueillis par le Paris Fan Festival. Donc, on va profiter de vous, profiter des gens, profiter de pouvoir communiquer un peu avec le public, communiquer aussi avec le public. Profiter de toi, Ted, aussi. Alors, très peu, parce que moi, je vais être spectateur de tout ça. Je vais me cacher dans le public. Ah non? Mais si. Hier, d'ailleurs, j'ai été étonné. Mario et Zelda, pas de mort. Vous étiez presque synchro tous, hein. Oui, exactement. Et donc je me suis dit, bon peut-être que là, Pokémon, c'est un sujet plus sensible. Ah oui, en effet, c'est un sujet plus sensible, et là, il n'y a que des personnes sensibles en plus sur ce plateau, donc on va voir à quel point ça va trancher dans le vif. Merci, Ted. Je te laisse, en tout cas, profitez-en. Les Nintendo, éclatez-vous. Et juste après, le concours cosplay, je reviens tout de suite derrière. Des bisous. Des bisous. On peut applaudir Ted Etienne, il donne tout depuis hier, c'est incroyable. Tellement de talent réunis dans une seule personne et une chemise à carreaux. En plus, c'est ça qui est fou. Il va quand même redonner un peu le micro ici. Bonjour à tous et bienvenue sur la scène du Paris Fan Festival. C'est l'épisode 2 des Nintendo au sein de ce Paris Festival. Aujourd'hui, je suis en compagnie de toute l'équipe réunie, même vraiment une grande partie de l'équipe, à commencer par Sunday. Bonjour Sunday. Salut Ken, bonjour le Fan Festival. Très content de vous retrouver. Bonjour le Fan Festival. Bonjour le Fan Festival. Ouais, Sunday. Ça fait trop plaisir d'être là. On va parler de choses très cool aujourd'hui. On va essayer de pas en venir aux mains quand on va parler de Pokémon. Un indice sur mon pull peut vous faire signaler que j'aime bien cette licence. C'est vrai. Le premier qui en parle mal, hein. Et écoute, ça va être trop bien. Je suis très contente d'être là en tout cas et on va passer un excellent moment ensemble. On est avec des verres en suspension obsèque ici qui peuvent à n'importe quel moment tomber sur nos téléphones. Et Fildro, bonjour Fildro. Bonjour. Incroyable. Actuellement sur ce Paris Fan Festival, en dédicace, qui nous fait le plaisir d'être ici pour cet épisode des Nintendo. Comment ça va? Ça va très très bien, écoute, contrairement à Sunday, je n'ai pas de Pokémon sur mon t-shirt. Bah c'est pas un Pokémon lui, chevroux. C'est une chèvre néo-zélandaise. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est un mouton je crois, un truc Un mélomous. mouton. Mais c'est Il y ma a sœur deux qui m'a moutons offert dans ça. Pokémon, hein. C'est... What et vous mouton. Ouais. Ah. Mais il y en a peut-être plus, hein. Il y en a peut-être plus. On sait pas. On le sait juste pas encore. Il y en a sait trop, pas encore. il y en a trop maintenant, hein. Je sais pas, il y en a sûrement d'autres. C'est possible, hein. Comptez le nombre de moutons qu'il y a dans Pokémon. C'est la plaisir d'être avec toi. Peter est un tout grand fan de Pokémon aussi. Oui, ça va. C'est vrai que j'aime bien Pokémon, donc très content d'être là avec vous pour parler de tout ça. Et on va évidemment quand même tirer 2-3 balles sur cette licence. Ah, merci. Quant à Antistar, il s'est arrêté à la première génération, hein, mais il a quand même son avis. Bonjour Antistar. Non mais c'est pire que ça, bonjour Ken déjà, bonjour le Fan Festival. Non c'est pire, moi je me suis mis à Pokémon très tardivement. Et bah en fait on peut se mettre à Pokémon à 33 ans et surkiffer, y jouer comme un gosse de 8 ans. Ah oui non mais vraiment. Non. Mais j'ai commencé avec épée bouclier parce que j'avais jamais joué à Pokémon avant. Il a commencé avec le meilleur opus quoi. Et pourtant c'est pas un jeu d'anthologie épée bouclier. Mais j'ai passé quand même 300 heures à faire un living dex dessus et j'ai fait pareil avec Écarlate. J'ai rejoué entre temps à Let's Go, j'ai joué... Mais c'est Arceus en vrai le meilleur. C'est Arceus, voilà, c'est le changement évidemment de Pokémon qui t'a le plus plu. Alors évidemment, Pokémon, aujourd'hui c'est 9 générations de jeux quand même. Depuis au Japon 1996, depuis en France 1999. Chez nous ça a débarqué avec l'ensemble de la machine marketing, le dessin animé, les jeux de cartes, etc. Au Japon on savait
mal à démarrer avant 1997-98 et il a fallu un gros bouche à oreille de cours de récré pour pouvoir faire en sorte que la licence fonctionne. Hein. Il a fallu Mew. Ouais, Il a fallu Mew, exactement, la légende de Mew hein, pour que ça marche, exactement. Et il y avait une énorme peur, c'est qu'après la Game Boy, à l'arrivée de la Game Boy Advance, eh bien tout s'écroule. Patatrac, effet de mode, c'est normal, on connaît les êtres humains. Vous êtes sur TikTok un jour, un autre jour vous passez sur Instagram, l'autre jour c'est terminé, vous abandonnez le réseau social, on prend en jet. Pokémon a réussi l'incroyable miracle de rester dans les mœurs tout au long de sa vie grâce à une nouvelle impulsion qu'il a vécue il y a pas mal de temps, au début des années 2010, notamment avec Pokémon Go, qui a relancé complètement encore la saga. Les cartes Pokémon aussi, hein. Les cartes Pokémon aussi. Les cartes Pokémon qui ont toujours été aussi hype, qui maintenant valent un fric tellement monstre que seuls les joueurs de Magic peuvent versus réellement les joueurs de Pokémon aujourd'hui. C'est assez fou. Le problème, voilà, c'est que cette licence, à chaque fois qu'un nouvel épisode sort, tous les 3 ans, hein, c'est timé comme une horloge, paf, 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 eh bien elle est de plus en plus décriée par les fans. On va essayer de comprendre peut-être un peu pourquoi aujourd'hui Pokémon Écarlate et Violet, qui est le Pokémon qui semble parti pour être le plus vendu de l'histoire de Pokémon. On a dépassé les plus de 20 millions de ventes, ça n'a aucun sens et on approche les 30 millions très prochainement. À l'approche de son DLC, il y aura probablement encore plus que ça de vendu, donc il risque de target cette première génération qui n'est absolument jamais dépassée depuis maintenant longtemps. Je vous rappelle, la première génération c'est plus de 36 millions de ventes worldwide, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et pourtant, dès que ça sort, nanana, c'est n'importe quoi. Pokémon, c'est toujours la même chose. Pokémon, c'est moche. Pokémon, c'est pourri. Et ça fait 20 millions de ventes. Donc, je me tourne vers vous et c'est l'objet de ce débat ici. Pourquoi Pokémon est aussi mal aimé selon vous et pourquoi, malgré le fait que tout le monde en dise du mal, ça se vend toujours autant, Sunday? Écoute, j'aime à croire qu'on prend parfois un petit plaisir à ne pas aimer les choses populaires. Ah. Tu vois, par exemple, tu as mentionné TikTok, mais à mon avis, combien de gens n'aiment pas TikTok parce qu'ils n'ont pas testé TikTok, mais juste parce que c'est populaire en ce moment et du coup, ça ne peut pas être cool. C'est vrai, je me suis auto-taclé avec ces histoires. Oui, j'avoue, on appelle incroyable. ça un CSC dans le milieu. C'est vrai, j'ai pris le retour de bâton direct, c'est vrai. Je pense qu'il y a déjà ce petit côté-là, il y a l'imagerie aussi de Pokémon, qui, quand on n'a pas grandi avec, peut sembler parfois un peu enfantine, et à raison. Là où ceux qui ont la nostalgie, qui ont grandi avec, etc., gardent cet amour pour cette licence la plupart du temps. Moi je vois beaucoup de raisons de justement un peu décrier, et d'autant plus avec les derniers jeux qui sont sortis, notamment Pokémon Écarlate et Violet. Beaucoup de gens qui sont habitués à faire des jeux avec des graphismes particulièrement soignés, où les jeux ne sont pas buggés notamment, ont un peu de mal avec ce que propose le dernier épisode de Pokémon. Alors on va voir justement parmi l'audience ici, qui joue encore à Pokémon ici. Wow, d'accord, alors Pokémon Go ça compte, les gens qui jouent à Pokémon Go, vous devez lever la main aussi. D'accord, ok. Qui a abandonné Pokémon après certaines générations, d'accord? Il y en a une ici au milieu de la pièce, et qui n'a jamais joué à Pokémon de sa vie. 1, 2, 3, 4, et demi, 50, 6, 7. Ça assume à moitié. Bon, en fait, donc, tu vois, c'est incroyable. Près de 80% de la salle joue encore à Pokémon. Alors évidemment, on est là pour parler de Pokémon, donc peut-être que ça attire un peu, ça attire le jeu. Vous êtes plus donc sur scène. Évidemment, explique-moi pourquoi la licence est aussi, à ton avis, mal aimée par ses fans. Je pense qu'on oublie que les gens qui parlent le plus sur les réseaux, c'est les gens qui sont mécontents. Ah. T'as toujours cette idée-là qu'on n'entend pas trop les gens qui sont contents parce qu'ils se plaignent pas. Il y a aussi le fait que les influenceurs Pokémon ces dernières années, qui ont du coup une voix qui porte, et j'en fais partie, sont un peu blasés de certains problèmes de la licence, qui se sentent pas trop écoutés. Non, c'est pas une question d'écoute, c'est juste une question de sortir des jeux finis. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, par exemple, je me rappelle que jusqu'à la sortie intégrée, du coup, enfin inclus de Pokémon Let's Go, j'étais vraiment en mode, non, même si je suis adulte et tout, même si c'est pas... Enfin, j'aime beaucoup les nouveaux jeux Pokémon, je prends vraiment du plaisir. Et j'ai commencé à ne plus prendre de plaisir sur les jeux Pokémon qui sortaient à partir des jeux... Épée oubliée.
Ouais, épée et bouclier qui commençait à montrer certaines faiblesses graphiques assez dantesques, avec des gros lags et tout, dans certaines zones et tout. Puis ensuite, tu as eu la sortie du coup de la Sainte Trinité des jeux pas finis. Donc d'abord, on a eu Pokémon Diamant Étincelant, qui était complètement buggé. Oui, genre tu pouvais finir le jeu en 10 minutes enfin, et avec aucune manip, tu pouvais tout dupliquer et tout. Bon bref, voilà, c'était vraiment ultra buggé. Ça a toujours été un peu le cas, les Ils ont Pokémon. dû sortir. Ouais, mais là, ça a jamais été à ce point. Hein. Ça a jamais été à ce point. Il y avait trop de failles. Alors que la Switch, normalement, est une console qui est supposée avoir moins de failles que les consoles portables. Donc, bon, c'est quand même assez inquiétant. Ensuite, on a enchaîné avec Pokémon Légende Arceus, qu'on trouvait déjà à l'époque complètement honteux en termes de graphique pour la majorité des gens. Et on pensait qu'on pourrait pas aller plus bas, mais on est allé encore plus bas avec Pokémon Violet et Écarlate. Je rappelle quand même. T'es dur. Non, je suis pas dur, c'est comme ça qu'en tout cas les influenceurs ont communiqué, et moi le premier. En tout Donc cas, pour toi, c'est essentiellement un problème technique. C'est techniquement les jeux Pokémon, ça va, c'est pour ça que les gens s'en plaignent. moi en fait je suis pas d'accord pour dire que Pokémon c'est une licence qui est mal aimée. Je pense que le côté de la licence mal aimée, elle vient des 3 dernières années en fait. D'accord, ok, très bien. Pour moi c'est très récent de dire Pokémon les jeux sont honteux. Parce qu'avant il y avait des gens qui disaient je n'aime pas les dernières versions de Pokémon, mais personne ne disait ils sont nuls les jeux, ils sont dégueulasses, ils sont pas finis et tout. Tu vois, par exemple, Pokémon Soleil et Lune, c'était une licence qui avait été détestée à l'époque, enfin c'était une génération qui avait été détestée à l'époque, mais en fait, personne ne disait oh là là, mais le jeu il est horrible techniquement. C'est vrai, on disait juste c'était nul quoi. On disait c'était nul, mais pour des raisons différentes, tu vois. Juste, là ça touchait plus au goût, alors que dire que les jeux récents sont pas finis techniquement, ça personne n'a le droit de le nier, tu vois. Alors vous avez peut-être jamais entendu parler du jeu qui est en train d'être montré ici à l'écran. Il s'agit de Pokémon Midori. Il faut savoir qu'au Japon, un Pokémon est sorti dans sa version rouge et verte. Chez nous seulement la version bleue et rouge a fini par sortir. Il faut savoir que dans chacune des versions, les Pokémon n'ont pas les mêmes allures. Hein. La version bleue est d'ailleurs une mise à jour exactement de ces versions vertes et rouges qui sont les premières à être sorties en 1996 au Japon. Bitel, est-ce que tu partages du coup cet avis sur cette licence Pokémon ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même des bonnes choses qui ont été faites pour la licence ces dernières années? Bah, en vrai, moi je suis assez d'accord avec Fidrong pour dire que je pense pas que la licence soit mal aimée. Enfin, c'est une licence qui est ultra populaire, on l'a vu dans la salle. Ouais, le nombre de personnes qui en fait jouent à Pokémon, c'est la preuve que la licence n'est pas mal aimée. Par contre, effectivement, l'argument des problèmes techniques, il est réel. L'argument aussi, potentiellement, même du scénario inexistant sur épée bouclier, on peut totalement le recevoir ou ce genre de choses-là, tu vois. Il y a eu effectivement, malheureusement, je pense, des très mauvais pas pour Pokémon sur les dernières années. Là où Scarlet peut-être corrige un peu plus au niveau du scénario, mais techniquement, c'est encore pire, c'est aux fraises, c'est une catastrophe. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi parce que Game Freak et Nintendo sont dans une boucle, comme tu l'as dit, peut-être un peu trop catastrophe, ce rythme de 3 ans, sortir un jeu aussi ambitieux tous les 3 ans, c'est compliqué quand on sait que par exemple le Pokémon premier du nom, donc la version verte que vous voyez, elle a eu plus de 6 ans de développement. Oui, c'est ça, catastrophique. Qui a été un développement catastrophique, mais si tu veux, derrière, quand tu arrives sur ce premier jeu Pokémon, ça a été une gigantesque claque et ça a montré que quand Game Freak prenait le temps, c'était extraordinaire. Je vais prendre aussi l'exemple du remake Heart Gold Soul Silver, où justement ils ont eu le temps, parce qu'ils avaient scindé en 2 équipes, et tu as eu une équipe qui a été dédiée à Heart Gold Soul Silver, c'est pour aujourd'hui, pour beaucoup, encore l'un des meilleurs jeux, tu vois. Donc, on note quand même qu'en 1996, quand Pokémon sort au Japon, ce qui a évidemment fait très mal au jeu, c'est que le Pokémon était déjà daté. Hein. Le jeu était considéré comme daté par la presse. Et c'est le concept qui l'a sauvé. Et puis c'était la fin de la Game Boy aussi. C'est la fin de la Game Boy. 96. Termine, ça. Game Boy a presque 10 ans en 96. C'est assez. C'était très particulier quand même le contexte de la sortie. Donc, Alors, Antistar, toi, t'es vraiment dans un cas de figure totalement différent du nous, parce que nous, on est quasiment tous à avoir suivi génération après génération le flot de Pokémon. Toi, tu as recommencé Pokémon avec épée bouclier, donc là où on commençait à dire avec Philong où ça bloquait. Et toi, tu as commencé à apprécier cette licence grâce à ça. Pourquoi? Alors, j'ai apprécié et ça m'a pas empêché de voir que c'était effectivement extrêmement daté techniquement. Ah, de toute merci. façon, je savais que Pokémon avait la réputation d'être en retard d'un point de vue générationnel, que ça a toujours été le cas.
que c'était une faiblesse, j'ai envie de dire, qui était communément admise. Sur la question du mal-aimé, je vais rejoindre Philong sur un point, c'est qu'effectivement, c'est les gens qui râlent qui vont le plus s'exprimer, et les gens qui concrètement kiffent ne vont rien dire. Je pense qu'il y a un autre prisme par lequel on n'a pas trop étudié la licence Pokémon, c'est que c'est une licence qui donc fait des ventes qui sont énormes à chaque fois, et concrètement je pense que l'écrasante majorité des joueurs Pokémon sont des gens en fait qu'on n'entend jamais, avec qui on ne communique jamais, et pour beaucoup qui peut-être n'achètent quasiment que cette licence. Les joueurs PlayStation, ils ont des gens qui n'achètent que FIFA ou Call of. Je pense qu'il y a des... Non, mais je pense qu'il y a... C'est pas vrai. Non seulement c'est vrai, mais je pense qu'il y a des joueurs Switch, où il y avait des joueurs 3DS, etc., qui n'achètent que Pokémon et qui Ou qui n'ont qu'un Mario Kart dans leur Switch. Non mais ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas d'éléments de comparaison, si tu veux. Ils se disent, bah écoute, moi ça tourne, je m'amuse, ouais ça rame un peu, mais je m'en tape parce que moi ce que je veux c'est jouer à Pokémon, c'est tous les attraper et tout ça. Et cette notion de mal-aimé, pour moi, elle est surtout très présente chez les gens qui jouent à beaucoup de jeux vidéo, qui sont des consommateurs, que ce soit sur Switch ou même sur d'autres consoles à côté, et qui disent ouais franchement c'est dégueulasse, c'est de pire en pire, ils se foutent de notre gueule. On va voir un tout petit peu ici dans l'audience, vous, votre ressenti, pour tous ceux qui auraient joué à Pokémon Écarlate et Violet, qui a apprécié le jeu ici dans la salle? Ok, c'est pas mal, d'accord. Qui n'a pas apprécié le jeu dans la salle? 1, 2, 3, 4, donc en majorité, j'ai vu Lélé lever la main, tu ne te cacheras pas. En majorité, vous avez plutôt apprécié le jeu, donc on sent quand même que les efforts de renouveler un tout petit peu la licence a fonctionné. Mais moi aussi j'ai apprécié le jeu. Oui, toi aussi t'as apprécié le jeu. Il y a plein de trucs que j'apprécie en sachant dire que, parmi ceux qui ont apprécié, qui admettent qu'il y a des grosses faiblesses techniques et des gros problèmes et que c'est un peu honteux d'avoir sorti le jeu comme ça. Quasiment tout le monde est à 100%. Ça se concerne même pour dire les fans de Pokémon ont apprécié le jeu parce qu'ils ont essayé de modifier la formule et qu'il y a plein de trucs super originaux, mais il y a aussi les fans de Pokémon sont d'accord pour dire que le jeu il est tanché quoi. Évidemment tout le monde sait que les Nintendo on est directement en communication avec les équipes de Game Freak et de Nintendo, donc on est là pour remonter les doléances du public français bien entendu. Bon, on va essayer de trouver des solutions pour améliorer évidemment les points faibles que pourrait avoir Pokémon afin que tout le monde puisse les prendre. Finir le jeu est évidemment un axe d'amélioration, mais comment faire selon vous, comment se sortir de ces problèmes techniques que Game Freak possède systématiquement? Changer de console. Changer de machine. Mais ils n'arrêtent pas de changer de machine et finalement c'est toujours de pire en pire au fur et à mesure. C'est compliqué. Il y a effectivement la machine qui pose des limitations techniques, mais... on peut faire des très beaux jeux sur Switch. On peut faire notamment dans la catégorie des open world magnifiques sur Switch, on a Breath of the Wild qui est sorti bien avant Pokémon Écarlate et Violet. Du coup, 5 ans avant, voilà, déjà sur ce point-là, c'est compliqué. Par contre, du coup, là, c'était leur première open world. Ils avaient déjà un semblant d'open world avec Arceus, un faux open world parce que il y avait quand même, voilà, il y avait quand même des temps de chargement. Si éventuellement des gens ne savent pas ce que c'est un open world, c'est juste vous pouvez vous déplacer partout sans avoir des temps de chargement à chaque fois pour entrer dans un lieu, etc. Là, vous pouvez aller partout, ça charge. En fait, vous ne voyez pas les chargements, mais vous pouvez explorer librement. Et moi je pense qu'il y a un problème peut-être en termes d'équipe en fait finalement derrière. C'est un staff qui a besoin de connaître comment on fait un open world, de pouvoir se concentrer et d'avoir le temps surtout. Tu l'évoquais, ils n'ont que 3 ans pour faire ces choses-là. Sur le dernier Pokémon, ils ont travaillé sur plein de choses. Déjà, ce côté open world qui était important, ils ont refait tous les Pokémon avec des textures qui sont tous magnifiques, ils sont tous superbes. Mais du coup, est-ce qu'on remarque ce petit détail stylé au milieu de l'océan de problèmes qu'il y a? Moi je le remarque quand même. Mais en fait on le remarque parce qu'on est fan un peu hardcore de la licence. Tu prends des gens qui jouent à Pokémon. On s'accroche à tout ce qui est un peu joli dans le jeu quand même, quoi, tu vois, et on oublie le reste. Je voudrais apporter un léger contre-argument à Sunday. Techniquement, Breath of the Wild, c'était aussi le premier open world Zelda complet. C'est vrai. Donc, c'est pas une excuse le coup d'apprendre. Hein. Mais ils avaient plus de temps de développement. Oui, bien sûr. Mais pour moi, le vrai problème qui est souvent complètement passé à la trappe par les analystes et les gens qui discutent du problème des 2 derniers jeux Pokémon,
c'est qu'en fait Game Freak a changé de moteur graphique et a créé son moteur graphique maison. Oui, tout à et fait. que le moteur graphique de Pokémon Légende Arceus et de Pokémon Violet et Écarlate est bien moins puissant que Unity sur lesquels qui avait développé du coup Pokémon épée et bouclier, et ils veulent plus enfin ils veulent avoir leur moteur graphique propriétaire, Oui. sauf que c'est pas du tout leur spécialité et que leur nouveau moteur graphique est complètement dégueulasse. Un problème de moteur C'est graphique, tout. c'est tellement important de choisir le bon Quand moteur. tu regardes les Pokémon, on parle des Pokémon qui ont été améliorés. Quand les Pokémon évoluent, il n'y a pas de choses derrière. Et tu vois qu'ils ont soigné la texture, il y a des poils, il y a des trucs qu'on n'avait jamais vus. Il y a Les des écailles, on découvre tout des, ça, ouais. des détails Ouais. sur des Pokémon qu'on ne connaissait pas. Genre des écailles sur Cisaillox par exemple. c'est On vrai. savait une pièce de métal, mais non, Ouais. en fait il a des écailles type un peu insectoïde et tout. C'est trop bien. Sauf que tu ne le vois que quand il évolue, parce que dès que tu le mets dans un contexte où il se passe des trucs à côté, la console ne suit pas, le framerate devient dégueulasse. Et du coup, on voit rien, c'est tout flou, c'est dégueulasse. Donc finalement, on soulève un point important, hein. Le problème du moteur graphique choisi et propriétaire créé par Game Freak n'est peut-être pas à la hauteur de créer un open world. Vitel, à ton avis, quels sont les problèmes qui expliquent ces problèmes techniques sur les Pokémon? Bah, je pense qu'il y a évidemment l'idée du sous-effectif qu'on connaît qui est réel du côté de chez Game Freak. C'est Comment on peut être en sous-effectif quand on ramasse autant d'argent avec la plus grande licence au monde, hein, je vous rappelle. hein. je pense qu'il y a quand même aussi cette volonté du côté de Game Freak de rester un peu, enfin, je vais dire studio familial, mais tu vois ce que je veux dire. C'est ce côté peut-être un peu famille. On les connaît pas encore. Après, on connaît pas non plus toutes leurs équipes. On sait pas sur quoi tout le monde peut bosser, tu vois. Mais on se doute bien quand même que, moi, je pense qu'il y a un manque cruel Ouais. de main Ouais. du côté de Game Freak quand on sait que à l'époque, t'en avais que un qui faisait les designs, si tu veux. Bon, déjà de base à la licence même, c'était quand même compliqué déjà sur ce point-là, et c'est pas quelque chose qui a visiblement changé, tu vois. Donc, Alors Antistar, tu connais assez bien l'ensemble des équipes Nintendo. Il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de teams, Nintendo AD, 1, 2, 3, 4. Ils travaillent tous sur différents types de jeux. Voilà, hein. On sait que l'équipe Splatoon travaille par exemple sur quoi, Animal Crossing aussi, et vice versa. Ouais. L'équipe Mario Kart avait fait le jeu ARMS et sont revenus ensuite sur Mario Kart pour développer aussi les Mario Kart Tour. Voilà, il y a plein d'équipes comme ça qui travaillent sur des jeux spécifiques et c'est leur spécialité. Ils sont très bien organisés. Game Freak, ils sont un peu à part et ils s'occupent maintenant essentiellement de Pokémon. C'est pas Nintendo, faut surtout C'est pas pas oublier ça. Nintendo. Ils font pas partie de la galaxie Nintendo, même si les jeux Pokémon sortent exclusivement sur des consoles Nintendo et que Nintendo possède des parts chez Pokémon Company. Ils sont très en marge de tout ça. On parlait justement du problème de temps, du problème d'effectifs. C'est un problème structurel de manière générale. C'est que The Pokémon Company, effectivement, brasse des millions, même des milliards, et ils n'ont pas envie, en fait, de réinvestir ça, comme par exemple Nintendo a pu le faire sur le développement d'un Breath of the Wild ou d'un Tears of the Kingdom. Ouais. On parlait de la qualité de l'open world que Zelda a fait. Effectivement, c'est le tout premier open world, comme on le disait tout à l'heure. Pourquoi il est aussi solide? Parce qu'ils ont bossé conjointement avec une autre équipe qui est Monolith Software, qui ont fait des Xenoblade Chronicles avant, qui avait une expérience de l'open world et des consoles Nintendo, qui travaillent exclusivement avec Nintendo. Game Freak n'a pas eu cette possibilité. The Pokémon Company leur a dit, écoutez, vous êtes quoi? Ils sont 150, 200 chez Game Freak, un truc C'est comme ça, 200. 200, ouais. Ce qui est pas énorme quand on sait par exemple 280 je crois maintenant. 280 justement. Ouais, depuis le passage aux dernières versions. ça commence à Je crois que monter, j'avais mais vu traîner cette info, mais tu vois, c'est ça, hein. Ouais. On parle d'un jeu donc, qui se vend effectivement dans les 20-25 millions. On va prendre un autre exemple qui est à moitié parlant. Red Dead Redemption 2 qui a pareil fait dans les 30 millions de ventes. Rockstar a employé plus de 3000 personnes dessus. C'est ça. Le jeu a mis 8 ans à être 10 fois développé. plus. 10 fois plus, c'est 8 ans. Et pourtant, les résultats en termes de vente sont les mêmes. Le truc, c'est que The Pokémon Company doit très bien se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin, en fait, de se prendre la tête à employer beaucoup plus de personnes, à chercher à acheter les droits d'exploitation d'un moteur qui ne leur appartient pas. Parce que tu disais, ils utilisaient Unity, ils doivent la payer la licence Unity. Oui, bien sûr. Quand ils ont leur propre moteur qui développe, qui effectivement est complètement à la ramasse, parce que c'est la première fois qu'ils le font et ils savent pas tout à fait encore faire un open world, mais en attendant, ils ont fait des économies de gueudin et le jeu se vend mieux qu'épée bouclier. Ils voient ça, ils se disent, écoutez, on a eu raison. Alors, pas besoin
besoin d'embaucher plus. Tu penses qu'au sein même du studio, on ressent pas le besoin d'améliorer les choses? Tu penses vraiment que Game Freak, ils sortent un jeu comme ça et ils se disent on a fait du super travail. Non, c'est vraiment bien. Je pense qu'ils aimeraient faire mieux que ça. Je pense pas. Je pense pas. Là, pour le coup, il y a une preuve qui semble assez tangible. C'est que pour la première fois depuis de nombreuses années, ils ont accepté de faire un décalage sur des sorties. C'est-à-dire que sur les DLC en notamment. gros, ouais, là ils ont annoncé des dates. Alors déjà la compatibilité Pokémon Home qui était annoncée quand même early 2023, donc voilà. Je rappelle qu'on est quand même mi-avril, donc là, le début de l'année, bon, normalement, en général, c'est le premier trimestre au moins. Donc on rappelle, le Pokémon Home, c'est le logiciel qui permet de stocker l'ensemble des Pokémon sur tous les jeux Pokémon. Ça, on attend ça. Ouais. Et ensuite, il y a eu le DLC. Le premier DLC qui est annoncé en Fin a priori novembre, ouais. Ouais. Et le deuxième qui est annoncé en hiver 2023. L'année prochaine, incroyable. Et c'est ça, hiver 2023, en fait, c'est, je rappelle que l'hiver ça commence le 21 décembre. Oui, Donc en c'est fait, ça, c'est c'est déjà la hiver fin, hein. 2024. Ouais. Et c'est la première fois qu'ils acceptent vraiment, j'ai l'impression, de décaler les trucs. Et il faut pas oublier un truc, ça c'est quelque chose de très intéressant. Ils en parlaient. C'était une analyse, mais c'était pour Blizzard, tu vois, pour le jeu World of Warcraft, qui disait, en fait, les retours des gens, on les reçoit, on les écoute. Bien sûr. Mais le seul truc, c'est que quand on reçoit les retours pour notre jeu actuel, On est le déjà- jeu suivant, ouais, il est déjà fait. On est déjà en train de faire le Bien jeu sûr, suivant. bien Et en sûr. fait, par exemple, ça expliquait qu'il y avait un décalage d'environ 5 ans entre les retours de joueurs et les applications des trucs. Et si vous regardez, c'est assez intéressant de noter, mais Pokémon Scarlet Violet, il change complètement la formule de Pokémon. Oui. Et c'est à quel moment, à quelle génération on a commencé à dire il faut vraiment qu'il change la formule de Pokémon. C'est pas Pokémon épée à bouclier, Non, c'est Pokémon Soleil. c'est Soleil. Ouais. 5 ans d'écart. Ouais. 5 ans exactement d'écart. Et là, on commence à dire, bon, techniquement, calmez-vous. Et là, il commence à reculer des trucs. Ça fait 3 ans qu'on commence à dire, bon, techniquement, il faut que vous preniez plus de Ça, temps. c'est Tu vois ce que je veux dire. Il y a un décalage en Très fait à chaque intéressant. fois. Il y a très intéressant ce lag de développement. Tout le monde pense que les jeux sortent et ensuite on commence le prochain. C'est faux, hein. Les jeux sont déjà en cours de préparation avant même fait, hein. que les jeux sortent, ou même certainement des fois terminés. Et du coup, il y a même dans ce flux tendu, eh bien, un peu de lag. Tu penses, Sunday, que c'est possible pour The Pokémon Company de ne pas sortir la 10e génération dans 3 ans et d'attendre une année de plus? J'ai vraiment du mal à les voir faire ça parce qu'il y a une raison très simple, c'est que Pokémon, ce n'est pas que les jeux vidéo. Là où beaucoup justement d'éditeurs de jeux vidéo peuvent se permettre de décaler et d'avoir du retard parce que de toute façon ça n'impacte que le jeu vidéo. Là, Pokémon, on parle d'une licence qui va avoir du merch, qui va avoir des animés, qui va avoir en fait énormément de produits autour. Et donc, quand un jeu est prévu pour sortir à une date précise, eh bien tout le merchandising, comme le Pikachu que vous pouvez voir là, Exactement, le Pikachu. Il faut le comme prévoir. le jeu de cartes aussi, eh bien ces choses-là ont une date de production. On ne les produit pas en quelques semaines. Donc c'est des prototypes qui vont être préparés, ça va être des chaînes de production, ça va être énormément de choses qui vont faire que la date d'un jeu peut difficilement être reportée sans impacter tout le reste. Et ils n'ont pas vraiment la possibilité de décaler tout le reste en fait, tant la machine est grande. Dès que vous décalez, vous produisez des choses que vous ne pouvez pas vendre puisqu'ils ne sont pas en adéquation avec le jeu qui est sorti. Vous devez donc stocker tout ce que vous avez produit et ça coûte une fortune anti-star. Et les jeux, c'est pas ce qui se vend le plus, surtout. Non. La fortune que se fait de Pokémon Company ne se base certainement pas sur les jeux. C'est les cartes. Ouais, les cartes. Avant tout, C'est les cartes Pokémon. voilà. Les jeux, c'est secondaire pour eux. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils investissent pas tant de moyens que ça. C'est très important quand même de les avoir, hein, bien sûr. En fait, faut pas oublier quand même que ce rythme entre guillemets a été imposé par Ichihara, qui est donc du coup le président de Pokémon Company, qui à la base voulait quand même un jeu principal tous les ans, les merchandising qui en découlent. Donc il y a quand même eu une évolution sur ce point-là. Ça, c'est important aussi de le dire. Oui. C'est que on a maintenant réellement, on va dire, 2 ans de vraie préparation du côté de Pokémon Company, où pendant quasiment bien 15 ans, c'était une année de préparation entre chaque. Après, t'as un jeu tous les ans quand même, parce qu'ils sortent
un remake tous les ans et une version définitive complète tous les ans Le truc, aussi. c'est que du coup, T'as un là, cycle de 3 ans à chaque fois. maintenant, c'est plus ça. Pour le Maintenant, DLC, c'est les non. DLC Ouais. maintenant. Maintenant, il y a des Depuis DLC. le bouclier, c'est les DLC. Après, avec l'arrivée de Légende ou des Pokémon comme Let's Go, on ne sait pas si un Pokémon tel que Légende 2 ou un Let's Go 2 pourrait arriver à un moment ou à un autre. Mais j'ai l'impression qu'ils ont envie de plus déléguer maintenant ce genre de développement Bah non, à d'autres venez, studios. vous faites pas ça. Hein, parce que... Il me revient un autre truc, je sais pas si vous vous rappelez, mais justement, il y a 3 ans, juste après la sortie d'Épée Bouclier, il y avait eu un sondage qui demandait est-ce que vous voulez des jeux classiques ou des jeux plus open C'est world vrai, et tout. j'avais répondu à ce sondage-là. Tu vois, moi aussi j'avais répondu et vous aviez dit encore quoi une fois 3 ans de décalage quoi. 3 ans de décalage et l'open world arrive. T'avais dit quoi, Ken, au sondage? Open world, histoire de changer un peu la formule. open world Ouais, dessus. ouais. Moi j'avais bien aimé quand ils avaient tout rechangé à la 5e génération, puis ensuite après ils ont fait wow, retour sur du classique à la 6e, et ils sont restés très plan-plan jusqu'à la fin, mais les jeux Pokémon ne finissent non, pas c'est pas d'évoluer. vrai. Soleil et Lune, ils ont voulu changer la formule. Hein. Oui, enfin c'est juste parce Mais qu'il c'est pas n'y a pas d'arène, c'est ça, mais globalement c'est toujours très linéaire et tu vas de champion en champion à la fin. Mais on va pas reparler de Soleil et Lune, parce que on va dire, il y a plein de problèmes dans le jeu. Ah bah, si tu veux un truc, vraiment, Mais- moi j'ai eu la sensation de m'être fait enfler, c'est vraiment Ultra Soleil et Ultra Lune. Hein. Ah bah Je pense que c'est la plus grande douille de ma vie. Hein. Ultra Soleil et Ultra Lune, hein, pour ceux qui ont la chance peut-être d'avoir investi dans ce jeu formidable. Si vous avez fait le précédent, oui, c'est l'enflage, mais bon, Oui, quelques mais douilles. le truc avec Ultra Soleil et Ultra Lune, c'est que je pense que c'était plus le jeu de la réalisation de Game Freak que ça marche plus, parce que Nintendo met beaucoup de temps à apprendre comment ça se passe dans le game de la création de jeux et tout. Ils sont très lents hein, sur toute leur licence. Donc, avec l'e-sport et tout ça, c'est vraiment, ils prennent le temps. Et en fait, le truc avec Pokémon Soleil et Lune, c'est que en fait, les gens ont critiqué Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune alors que c'était littéralement ce qui était fait depuis l'existence de Pokémon. T'as eu Pokémon jaune, personne ne s'est plaint. Pokémon Noir et Blanc 2, c'est le même monde. Personne ne s'est plaint. Voilà. Enfin, on change Attends, d'histoire je quand continue. même. Pokémon Platine, aujourd'hui, c'est littéralement le jeu le plus fanboyisé de l'histoire de C'est vrai, Pokémon. c'est vrai. Si on avait inversé Pokémon Soleil et Lune en 2006 et Pokémon Diamant Perle into Platine en 2017, je peux t'assurer que les gens qui ont changé leur façon de voir comment on vend des jeux, comment on achète des jeux, Je suis d'accord, mais c'est la première fois qu'ils n'ont pas fait Pokémon étoile, tu vois. Et Il y a eu c'est 2 versions. ça qui pose le problème, c'est que c'est 2 versions du même jeu avec quelques modifications, oui comme Crystal, oui comme Platine. comme Crystal, mais il n'y a Pokémon qu'une jaune, seule version Pokémon de Platine. ces jeux-là, et t'es pas obligé de racheter 2 jeux si tu veux en avoir tous À les chaque Pokémon. génération, sauf... Non, si, à chaque génération, il y a Pokémon Émeraude aussi. Et Mais non, bon, mais chaque c'est génération, un seul jusqu'à la jeu. 7G. Mais ça, c'est un pas seul le débat jeu. qui est une version C'est- complémentaire. c'est ça. Moi, C'est je suis juste que totalement ils d'accord acceptent. avec ça. En C'est fait, juste je pense- que rajouter 2 versions C'est faire 2 à acheter, versions, à mon avis, ça n'avait fait- aucun sens. ça de fait faire rager les gens. Je pense c'était que en c'est famille juste la à 3DS moi, je aussi. pense vraiment qu'à l'époque, en fait, tu ne voulais pas. Je suis désolé, je finis juste ça parce que sinon je vais oublier. Mais à l'époque, pour moi, vraiment, tu ne consommais pas les jeux vidéo pareil. Maintenant, en fait, on est dans une sorte de collectionnite quand on est dans un domaine de fans où il faut acheter tous les jeux qui sortent Ouais, chaque c'est année. vrai, c'est vrai. Moi, enfin, des gens qui avaient Diamant, Perle et Platine. J'en connaissais T'en pas à connaissais, tu l'époque. connaissais pas. Voilà, C'était c'est ça. soit tu achetais Diamant C'est- Perle c'est parce vrai. que tu avais envie de jouer à Ouais, Diamant c'est Perle quand il sortait et t'achetais pas Platine, soit un an après t'étais en mode ah maintenant je vais pouvoir jouer. Ah, c'est quoi le dernier jeu Pokémon? Ah c'est Platine donc j'ai pas joué à Diamant Le Perle. public a grandi aussi, j'ai acheté les évidemment. deux. Vous avez gagné du pouvoir d'achat pour pouvoir vous rendre notamment au FanFest aussi et bien suivre cet épisode de Nintendo, ce qui fait évidemment que vous êtes peut-être un peu plus Yankee aujourd'hui qu'avant. Est-ce que Game Freak et Pokémon Company l'a compris? Bien sûr que oui. bah ça, oui, t'inquiète pas qu'ils l'ont bien vu, hein. Bien sûr que oui. Et du coup, ils en profitent un tout petit peu. Voilà, vous avez une vision un peu plus claire de pourquoi est-ce que Pokémon est aujourd'hui un peu mal aimé par les fans, mais continue de se vendre très bien. La licence ne s'est jamais aussi importée. La majorité silencieuse et la licence Pokémon reste toujours extrêmement forte. On va parler du deuxième sujet ici sur cette scène du Paris Fan Festival, et ce deuxième sujet, eh bien, il est sur les lèvres de beaucoup de personnes. Vous l'avez entendu ici, même si on est capable de faire des jeux sur Switch qui ressemblent à quelque chose et qui sont plutôt jolis et techniquement propres, agréables à jouer, d'autres
d'autres jeux se sont lancés avec des énormes difficultés techniques pour parvenir vraiment à certains miracles comme Mario Odyssey, Breath of the Wild, etc. Pokémon Let's Go. Ouais, Pokémon Let's Go. Je suis désolé, Pokémon Let's Go qui est vraiment un tout petit jeu, c'est pas normalement très difficile à faire, mais oui, tu as raison, Pokémon Let's Go s'en est très bien sorti. Mais bon, on peut citer les Xenoblade qui sont magnifiques, etc. Il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont beaux. Les Metroid Switch. Le Metroid Switch aussi. Le Metroid Prime, ouais. Tout à fait. Malheureusement, on constate que beaucoup d'éditeurs tiers ont du mal à venir sur Switch parce que tout simplement ils disent c'est impossible les gars de porter mon jeu dessus. Alors, certains éditeurs ont réussi à porter Witcher 3 sur la machine, donc il y a peut-être un peu de mauvaise foi aussi. Après, c'est en 576p. Hein, oui, c'est ça. Bon, on va dire qu'ils rentrent comme ça. Witcher 3 dans la cartouche, mais ils ont réussi quand même à faire rentrer. Ouais, il est moins buggé que la version PC Day One quand même. Hein. On commence à manquer peut-être un tout petit peu de puissance pour réaliser des jeux vidéo à hauteur des moteurs graphiques modernes. On parle Unreal Engine 5, on parle de la dernière version du Unity évidemment, on parle du Unity Engine, on parle du Unreal Engine, voilà. Donc c'est des moteurs qui ont peut-être besoin de s'exprimer un peu plus. Nintendo arrive à la 6e année de la Switch qui est aujourd'hui leur deuxième machine la plus vendue de tous les temps, Antistar il me semble, la Switch. C'est la deuxième la plus vendue de tous les temps. Elle a passé la Game Boy il y a peu et effectivement elle est dans la DS. Le truc c'est que ses ventes ne s'essoufflent pas. Tu dis 6e année, techniquement la 6e année est déjà révolue, on est dans la 7e. Elle on est dans la 7e année, ouais. Ça me paraît ouf. Ce qui fait peut-être une des consoles Nintendo les plus anciennes sur le marché sans avoir aucune révision. Hein. On a eu la Game Boy Color, on a eu la GBA SP, on a eu, vous savez, les histoires de New 3DS qui était une forme de révision de la 3DS aussi. Ça ne s'arrête jamais. En fait, la seule révision, c'est la Switch OLED où tu as un plus bel écran et deux fois plus de mémoire. C'est pas ça, c'est pas vraiment une forme de révision. Il n'y a pas eu de retouche technique entre guillemets. C'est comme la GBA SP, c'est un peu le même genre. Oui, c'est pareil. C'est un peu le même. Mais la GBA n'a pas eu une longueur de vie si énorme que ça. 7 ans, on arrive à la fin. Aujourd'hui, on entend de plus en plus de rumeurs sur une nouvelle console Nintendo. Je vais poser évidemment la question ici au sein de Nintendo. Si une nouvelle console Nintendo devait sortir, qu'est-ce que vous souhaiteriez déjà en tant que console fantasme un tout petit peu Sunday? Ce que je veux absolument, c'est la rétrocompatibilité des jeux qu'on a actuellement sur la Switch. J'ai beaucoup trop de jeux sur ma Switch pour ne pas vouloir continuer d'y jouer. Ça derrière. Voilà, je veux pas laisser ça derrière, je veux les garder sur une nouvelle console. Je veux des performances techniques qui soient évidemment meilleures. Et surtout, ce que je veux, c'est de l'innovation. C'est-à-dire que pour moi, Nintendo, ce sont les rois de ce monde à ce niveau-là. Là où d'autres éditeurs, ils sortent un peu toujours la même chose, Nintendo s'est toujours plutôt bien démarqué dans les consoles qu'il a proposées, dans l'expérience qu'il a proposée. Notamment, la DS, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est un peu sorti à part un ovni dans ce milieu-là et qui a très très bien marché. Pareil, sortir les consoles portables dès le début, il me semble que ça a été les premiers sur ce marché-là. En fait, ils ont toujours été innovants dans la façon d'aborder les choses. Quand la Switch est sortie, attends, c'est une console à la fois portable et de salon, en 2 secondes tu la clips, tu pars avec, c'est génial. Et j'espère vraiment qu'on va continuer à retrouver cette innovation où tu sais pas exactement comment ça va être plus tard, t'arrives pas à te l'imaginer, mais ce sera génial. Donc tu aimerais une Switch 2 mais qui ne se contente pas d'être une Switch 2, c'est ça hein, si je comprends bien ce que tu veux. Je veux pas que ce soit une Switch 2, voilà, je veux juste que ce soit une nouvelle console rétro-compatible, un peu comme Wii U plus la Switch finalement. Ah, le mot maudit est sorti évidemment. Wii U. Ici on va tous, le malheur va tomber sur nous. Findong. Moi je veux juste une console beaucoup plus puissante. Donc toi là t'es le PCiste primaire, c'est pas tu primaire. arrives, carte graphique. C'est un peu caricatural mais c'est pas faux. C'est-à-dire que pour moi, les innovations, les consoles, elles sont superbes, mais ça lag trop en termes de... En fait, le truc, c'est que Nintendo a toujours été en retard par rapport aux concurrents en termes de puissance, mais sauf à l'époque du GameCube, mais oui. Voilà, mais la différence, elle n'a jamais été aussi hardcore qu'aujourd'hui. Genre, là, la puissance de la Switch, c'est genre la PS2 quoi. Enfin, j'exagère peut-être un peu, je connais PS3, pas les chiffres. PS3, mais voilà quoi. Regarde vraiment il y a 2 PS3. générations de retard quoi. Donc voilà, ça fait quand même un peu mal. Moi je veux juste du plus puissant pour faire tourner Pokémon proprement. Alors spoiler, ton Pokémon il tournera mieux sur Switch, mais ça sera toujours le jeu le plus moche de la prochaine génération. Justement, donc il faut que ça soit très puissant pour que Pokémon devienne potable.
Incroyable, la surpuissance pour pouvoir compenser l'incompétence, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on rend World of Warcraft peut-être très joli. Et mon très cher Vitel, qu'est-ce que tu voudrais? Bah écoute, on a évoqué évidemment la puissance parce que je pense que ça c'est un fait et qu'il faut que ce soit plus puissant, c'est Toi, sûr tu et veux certain. donc une console plus puissante. Ouais, déjà une console plus puissante, ça c'est sûr et certain, ne serait-ce que pour enfin avoir du vrai 1080p. Hein, on rappelle 1080p, ça a apparu en 2008. Peut-être à un moment. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment ça sur Switch aujourd'hui. C'est un peu important quand même. Non, par contre, en vrai, moi tu vois, par exemple, j'aimerais beaucoup retrouver peut-être un peu plus d'utilisation tactile. Où aujourd'hui on ne le met plus du tout en application alors que l'écran de la Switch l'est. On peut retrouver des phases de gameplay ultra intéressantes. Moi j'aimerais revoir des WarioWare typiques, ce genre de choses là qui pour moi manquent aujourd'hui, tu vois. Même si on a eu des WarioWare avec la manette et Joy-Con et autres, moi j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir ce genre de choses là, retrouver un petit peu l'utilisation de cet ajout qui a été quand même ultra central pendant des années chez Nintendo. Et puis qui est central dans notre vie aussi aujourd'hui, avec le mobile, bien sûr. Bien sûr. Après aussi, j'aimerais peut-être aussi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, une console, c'est la console, comme tu l'as dit, Sunday, hybride, portable, qui peut être salon en même temps. Moi, j'aimerais retrouver un petit peu à l'instar, peut-être une PSP à l'époque, ce côté multimédia. Tu vois, moi, c'est quelque chose qui manque beaucoup à cette Switch. Où aujourd'hui, ouais, mais on a YouTube, mais c'est pour les vidéos de Fortnite. C'est pour ça qu'ils ont mis YouTube. Moi, tu vois, j'aimerais bien avoir, c'est con, mais Spotify dessus ou des trucs comme ça. Moi, je trouve que ce serait vraiment une super console pour ça, parce que du coup, tu aurais toujours, entre guillemets, ton truc multimédia avec potentiellement tes films, tes séries dessus. Tu veux un iPad, en vrai, oui. Ouais, plus console. Ouais, oui, mais en vrai, tu reprends aujourd'hui un iPad, techniquement parlant, il fume une Switch. Et en vrai, tu mets Pokémon sur un iPad, ça tue. Pokémon c'est son Donc oui, en vrai, j'aimerais bien une Switch qui a une puissance d'un iPad et qui est capable de proposer quelque chose de cool. Anti-Star. Je veux juste répondre à Vitel avant de donner ma version. Je t'en prie. Tu dis ton iPad, le problème c'est que tu ne l'achètes pas à un constructeur qui veut vendre des jeux dessus. Nintendo veut absolument vendre beaucoup de jeux parce qu'ils sont constructeurs et éditeurs. Je rappellerai toujours qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas Netflix, par exemple, sur la Switch, je me souviens quand Ultia avait partagé son historique Wii U, son application la plus utilisée c'était Netflix. Avec 1000 heures dessus. Ouais. Et derrière, les jeux auxquels elle avait le plus joué, il y avait joué 80 ou 100 heures. Et ça, pour Nintendo, c'est quand même un léger contre-argument, là où aujourd'hui, je trouve que Nintendo pousse de plus en plus sur les trucs à service. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, pour moi, t'as peut-être quand même un léger switch sur ce truc-là, où effectivement, au moment où la Switch est sortie, il y a eu ce volte-face en mode on veut que ce soit que pour des jeux. Maintenant, honnêtement, au vu de la consommation actuelle du monde global sur ce genre de truc-là, je pense que Nintendo est en train de faire volte-face. Anti-Star, du coup, pour ta volonté d'une prochaine console Nintendo. Alors, tu vas dire que je vais pas me mouiller, mais moi je veux juste qu'il ne se foire pas, parce que Nintendo a une capacité à se planter sur une console sur deux. Il y a un cycle maudit depuis la 64. La GameCube s'est plantée. Ils ont réutilisé littéralement l'architecture de la GameCube pour faire la Wii, qui est une GameCube avec un gimmick de jouabilité. Après, on passe à la Wii U, qui est en HD pour la première fois, super, qui est un build encore pire que la GameCube. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend la même puissance, mais on fait la Switch, qui est une console avec à nouveau un gimmick de gameplay. J'ai toujours cette peur que Nintendo, du coup, quand il monte en puissance, en fait, il se plante. Quand il c'est ça. Non, mais c'est un vrai problème. Dès que Nintendo se décide à passer effectivement à la vitesse supérieure en termes de puissance, il se plante. Donc la puissance, c'est nécessaire. Ils ne peuvent pas rester pour la 3e génération de suite, effectivement, sur une console qui a du mal à cracher de la Full HD. En 2023, c'est pas sérieux. On va pas envoyer de la 4K. Personne n'en veut. La 4K, je sais pas s'ils vont faire de la 4K. Non, en vrai, j'y crois pas non plus. Mais le souci, c'est que sur le cahier des charges, ça pourra sortir le signal si vous voulez. Il faut que ça sorte le signal. Peut-être effectivement, tu mets Netflix en 4K sur la version de clé, j'en sais rien. Par contre, moi, la vraie question, c'est comment ils vont réussir à innover une nouvelle fois après la Switch. Nintendo n'aime pas fournir 2 fois de suite le même genre de console. Ils vont faire quelque chose de différent. Et bien malin, j'ai envie de dire, est celui qui peut imaginer qu'est-ce que Nintendo a dans sa tête à ce niveau-là. Ils vont sortir un truc qu'on n'a pas vu venir. Non mais c'est bien. Nintendo, leur logique, c'est vous voulez ça, et ben on va pas vous le sortir, par contre on va vous sortir ça, vous saviez pas que vous en avez envie, mais dès que vous allez voir le premier trailer, vous allez vouloir que ça. Alors on va voir si Nintendo connaît bien son public ici dans l'audience, si une nouvelle console Nintendo doit sortir. Lequel d'entre vous souhaiterait juste une Switch plus puissante, une Switch 2 rétro-compatible? Qui préfère
préféré avoir ça. Une Switch 2 plus puissante, juste rétro-compatible ici. D'accord, ok. Donc vraiment Switch 2, hein. On prend PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, on s'en souvient. Qui aimerait une autre console avec un autre concept de jeu qui n'est pas la Switch? Eh bien ouais, il y a plus de personnes qui préféraient un autre concept que la Switch dans l'audience qu'une simple nouvelle Switch. Il y a la non-prise de risque et finalement les gens seraient plus pour la prise de risque, qui est assez intéressant. Eh bien sachez que, évidemment on est là pour vous partager aussi les informations que l'on a. C'est que la Switch elle a été construite en partenariat avec Nvidia qui fabrique les puces de la Switch. Vous voyez actuellement sur votre écran la Switch Lite qui est aussi là pour reprendre la même puce, dérivé du Tegra, une puce qui équipait les tablettes littéralement de Nvidia. En 2013, en 2013, c'est une puce qui date de 2013. Elle est pas chère, très économique et elle permet de faire de la marge énorme sur une Switch qui, je rappelle, a été vendue 330 €, prix conseillé à la sortie. Aujourd'hui, une Switch classique se trouve aux alentours de 300 € et la Switch Lite autour de 250, 230, ça dépend exactement est-ce que vous la regardez. Donc ce sont des consoles qui ne dépassent pas un certain prix. Je vois mal Nintendo dépasser 350 € sur une console qui nous vend. On a besoin d'être grand public. On sait très bien qu'aujourd'hui, débourser 550 € pour une PlayStation 5 ou 500 € pour une Xbox Series X, c'est un montant vraiment ultra important, surtout étant dans la conjoncture actuelle, pour vendre une console. Donc si on veut toucher le plus grand public, il faut toucher les 350 €. Donc déjà, vous ne pouvez pas vous attendre évidemment à une RTX 4080 à l'intérieur de votre Switch. Ça va être extrêmement compliqué, je pense. Mais, eh bien, peut-être qu'avec le concept différent, en utilisant, en réhabilitant la puissance, ça. Le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de rumeurs qui sous-entendent que Nintendo travaille étroitement avec AMD, avec qui ils ont toujours travaillé. Les anciens processeurs du GameCube, de la Wii, c'est des AMD ATI qui fonctionnaient, qui faisaient fonctionner les machines. C'est aussi AMD pour la Wii U. C'est AMD aujourd'hui pour les PlayStation, c'est AMD aussi pour les Switch. Seule la Switch est aujourd'hui chez Nvidia et on ne sait littéralement pas si la prochaine machine va être ni plus ni moins qu'une nouvelle console avec les technologies Nvidia ou une console avec les technologies AMD. Et je vous prie de croire que chez Nintendo, ce qui va déterminer le choix entre AMD et Nvidia, c'est même pas les technologies que peut apporter le constructeur, c'est le prix de la puce, bien sûr. Point final, c'est juste ça. Donc il y a une grosse concurrence qui nous met énormément en fou. On sait que la console est déjà prête et qu'ils l'ont reportée à maintes reprises parce que les présidents de Nintendo le disent. La console elle se vend bien. Donc nous on va continuer de tout mettre sur la Switch encore parce qu'elles vont bien. TOTK arrive, donc Tears of the Kingdom arrive là fin mai. Ça va probablement encore relancer les ventes de Switch et de Switch OLED. Donc on continue de faire durer. Mais derrière il y a Nvidia qui tape. Le processeur que vous nous demandez de refabriquer pour fabriquer vos Switch, c'est des lignes de production qui datent de 2013, mais on n'en veut plus en fait. On a envie d'utiliser cette place pour faire autre chose. Donc il y a un véritable conflit actuellement entre ce que veut Nintendo, c'est-à-dire se faire de la maille, puisque la console elle se vend avec une marge incroyable, et ce que veut Nvidia, à savoir donner à Nintendo de la puissance, donner ce que Phil veut à Nintendo, ce que pas mal de personnes veulent évidemment à Nintendo. À votre avis, Nintendo va choisir quoi? Continuer de travailler avec Nvidia ou passer chez leur partenaire de toujours AMD. Question un peu technique, Sunday, mais tu vois où je veux en venir. Je vois où tu veux en venir, mon cher Ken Bogard. En vrai, j'ai envie de croire qu'ils vont sélectionner au prix, là, effectivement, comme tu le mentionnais. Mais on est sur une entreprise japonaise. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de loyauté qui est plus importante, qui est plus dans la culture de cette entreprise? C'est peut-être quelque chose à Ils ont quitté AMD pour considérer. Nvidia pour la Switch. Ouais, mais tu sais, ils sont fidèles là-bas. C'était surtout une bonne grosse raison de prix parce qu'on rappelle encore une fois 2013 la puce, donc crois-moi qu'ils la vendaient pas cher. Ah ouais, c'était bien, mais je pensais pas qu'ils pensaient que ça allait durer aussi longtemps. Donc volonté peut-être, la fidélité chez Nvidia. Nvidia ou AMD pour la prochaine console à ton avis? NSPP. Je ne suis pas en compétence pour me prononcer là-dessus. C'est vraiment un truc qui me passe complètement au-dessus de la tête, ces histoires de constructeurs. Pour le coup, j'y connais absolument rien. Donc, l'important pour toi, t'es plutôt satisfait de la Switch telle qu'elle est sortie, son architecture ou pas? Moi, je pense que il faut qu'ils augmentent la puissance. D'accord. Mais je ne saurais pas te dire comment, ni pourquoi, ni à quel moment. Tu vois, j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je t'avoue que je suis...
Je suis pas trop dans le hardware, moi. Beatle, streamer hardware évidemment, équipé d'une carte graphique Nvidia très probablement aujourd'hui, non? Oui, en vrai dans le PC, oui, c'est une Nvidia. Je sais même pas ce que j'ai dans mon PC. Tu sais pas ce que t'as dans ton Non, PC? je sais même pas. T'es incroyable. En vrai, on sait quand même que voilà, tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui était AMD, ATI et tout le bazar, ça a quand même bien tourné à l'époque et c'était quand même très solide. Enfin, la GameCube, graphiquement, c'était propre. La Wii, même si bon, c'était commencé à être un petit peu daté, ça restait propre. Moi, je serais content en vrai qu'ils retournent chez AMD parce qu'effectivement, ils ont travaillé avec eux pendant des années et je suis sûr qu'ils sont capables de retravailler avec eux. Aujourd'hui, c'est quand même le concurrent direct à Nvidia qui se retrouve de plus en plus mis en avant parce que ses compétences techniques sont de mieux en mieux. Il y a une puissance qui est en vrai qui rivalise franchement, et un coût qui est moindre. Donc moi je serais pas étonné qu'ils partent sur AMD pour la prochaine. Ce serait fou, je dis. Moi je trouve que ça sera vraiment très cool. Et honnêtement, il faut que ça change parce que tu l'as dit, les lignes de production elles sont archi vieilles, les technologies qui sont utilisées pour graver les puces c'est ultra polluant à l'heure où on parle que d'écologie et de comment justement réduire tous ces trucs là. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher aussi bien un prix réduit et un impact écologique réduit en changeant vraiment de constructeur et en passant sur des nouvelles technologies. Ah, c'est intéressant ça, mon très cher Antistar. En vrai, la vraie question, c'est est-ce que Nvidia, ils ont encore envie de bosser avec Nintendo? Et c'est là aussi je voulais en venir, bien sûr. Parce que le souci, c'est que cette puce, effectivement, qui est d'un autre âge, Nvidia, on le sait, ça les saoule de devoir l'utiliser, c'est un vrai problème pour eux, c'est un boulet en fait qui se traîne de devoir continuer de produire cette puce qui ne font que pour Nintendo littéralement. Peut-être qu'ils sont saoulés et peut-être que si ça se trouve ils ont déjà dit Nintendo écoutez après la Switch on veut plus bosser avec vous ou alors faut bosser sur un truc qui vraiment dans 7 ans ne sera pas complètement obsolète, qu'on ait des raisons de produire pas que pour vous. Et peut-être que Nintendo effectivement ils se tourneront vers AMD, que ce soit pour des raisons économiques, parce qu'il y a potentiellement un conflit avec Nvidia. De toute façon, cette Switch, c'est un souci. Le pire ennemi de Nintendo actuellement, c'est la Switch. Parce que c'est un modèle qui fonctionne super bien, elle se vend ultra bien. Je suis d'accord. Et il n'y a que si Nintendo décide subitement, on va annoncer notre nouvelle console, que la Switch va cesser de se vendre. Ils sont un peu dans un cercle vicieux à ce niveau-là. Que faire pour évoluer la Switch, qui est un peu la quintessence de tout ce que Nintendo a fait au cours de son histoire. Il y a le motion gaming, il y a la portabilité, il y a le stick analogique, il y a manque la 3D quoi, finalement, c'est tout. Hein. Tu vois, moi c'est pour ça que je crois pas forcément à une modification profonde du type de console qu'on aura. Ce serait une première chez Nintendo en tout cas. Pas vraiment, il y a eu la Game Boy Advance aussi. La Game Boy Advance, ouais, tu avais le changement. Ça change beaucoup. Oui, mais tu passais de 16 bits à 32. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ça reste un Game Boy. C'était une Game Boy, tu vois. Tout à fait. Donc, même les anciennes consoles, c'était comme ça aussi, genre Super Nintendo et tout. Ah non, on change complètement d'architecture sur Super Nintendo. À l'époque, on arrive avec 6 boutons, donc c'est révolutionnaire. Ça invente les boutons de tranche. On a les premiers processeurs 3D sont dedans. La Nintendo 64 est full 3D ou full pensée pour la 3D avec les premiers sticks analogiques. On met les vibrations même à l'honneur. Enfin, à chaque fois, il y avait vraiment des gimmicks, tu vois, un peu innovants qui étaient un peu au centre de l'innovation. Mais bon, peut-être qu'on est arrivé à la fin des gimmicks au final. Non, mais c'est pour ça que je te donne cet exemple sur la Game Boy Advance, tu vois. Justement, est-ce qu'à votre avis, gimmick qui était chez Nintendo, du coup, depuis très longtemps, console portable, console de salon, la Switch a réuni un peu les deux, est-ce que vous les voyez repartir vers... Bon, on va faire une console de salon, qui justement puisse tambouriner un peu, et on va reproposer aux gens une console portable, voilà, qui sera peut-être l'évolution de la Switch. Vite. En vrai, pour moi, il y a une hypothèse, c'est que Sony soit retitillé par le succès de la Switch et a envie de revenir sur le terrain. On en parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup. C'est ce qu'ils vont faire a priori. Apparemment, c'est en train de revenir. Donc, si ça s'est avéré du côté de Sony, 100% Nintendo, ils vont pas laisser passer ça et ils vont tenter de revenir uniquement sur du portable. Uniquement sur du portable. Quand je dis uniquement, c'est une console salon et une console portable. Ah, ça c'est intéressant. Tu les vois revenir une console salon, une console portable, Sunday? Moi, si je les vois refaire un truc comme ça, ce serait avec justement une osmose entre les deux. Une osmose entre les deux. Oui, totalement. En fait, j'ai toujours avec des choses accessibles au grand public, et là, on est sur deux consoles différentes, donc ce serait quand même un budget, ce qui peut être un peu à l'encontre de la stratégie grand public, mais avoir un système avec justement deux choses qui peuvent fonctionner, avec d'un côté cette puissance, de l'autre côté la portabilité, mais il faut qu'il y ait plus que ça.
Parce que si c'est reprendre une Switch, les remettre séparément et vous dire, eh ben, au lieu d'acheter votre Switch 300 €, eh ben, non, vous allez acheter 2 consoles et vous allez du coup plus avoir les données ensemble, etc. C'est un retour en arrière, donc c'est bizarre. Il faut qu'il y ait, s'il y a ce système, il faut qu'il y ait plus que ça, tu vois. Plus que ça, effet Fildrong, tu les vois rechanger un peu. Je suis complètement de l'avis de Sunday. Je pense qu'il y a certaines innovations, même s'ils aiment bien changer le gimmick, il y a certaines innovations dans le monde du gaming où on n'est jamais revenu en arrière. C'est vrai. Et tu vois, la 3D, on n'est pas revenu sur la 2D en mode regardez. C'est bien dommage d'ailleurs. Sûrement, mais où tu disais les 6 boutons, je sais pas, tu vois, les manettes modernes, c'est pas les manettes modernes sont un peu toutes les mêmes. Exactement, on est revenu en arrière. Au bout d'un moment, quand on trouve la formule est trouvée. Et je pense qu'ils ont tellement mis le doigt sur ce qui convenait tellement au grand public ultime, c'est-à-dire le côté dockable, dédockable, portable, pas portable, bam bam bam, que je les vois pas redire bah non, la prochaine ne sera pas comme ça. Je pense qu'il y aura toujours une dimension de portabilité maintenant dans les consoles de Nintendo. Je ne les vois pas revenir sur une formule qui n'est pas hybride en tout cas. C'est fou, ça corrobore un peu ce que disait justement Shigeru Miyamoto sur le fait que la stratégie mobile de Nintendo n'était pas spécialement aujourd'hui. N'était plus à l'ordre du jour. Plus trop à l'ordre du jour, ni même une priorité. Et on dit ça, on voulait finir après qu'on passe à la FAQ du coup du jour. Non mais de toute façon, de manière générale, je suis d'accord effectivement avec mes Nintendo, c'est que ils vont pas revenir en arrière. Nintendo est peut-être pas réputé pour être à fond dans le progrès technologique, par contre ils innovent. Et c'est pas du tout dans leur intérêt de revenir en arrière et surtout de complexifier une gamme qui a été ultra simplifiée avec la Switch. Oui, voilà, la Switch elle est seule. Oui, c'est risqué parce que si celle qui va succéder à la Switch se plante, et ben ils auront rien à côté. Quand la Wii U se plantait, la 3DS marchait à côté. Quand la GameCube se plantait, la Game Boy Advance marchait à côté. Ça c'est cette chance, ce filet de sauvetage. Là, si la Switch, celle qu'on va appeler la Switch 2, en attendant d'avoir son nom, se plante, ils ont pas ils sont sans filet entre guillemets. Il y a un peu de trésorerie. Ils ont une trésorerie de ouf qu'ils ont cumulé sur 6 ans. Que maintenant avec la Switch là, ils ont ce qu'il faut. Évidemment qu'ils ont ce qu'il faut. Les lingots d'or dans le bunker de Kyoto, on le connaît évidemment. Date de sortie, on pourrait aussi en parler et piloter un peu dessus. Jusqu'à présent, rien ne porte à croire que cette année une nouvelle console ne sort. Mais début d'année prochaine, c'est du 100% sûr que ce sera annoncé ou au moins déjà prévu pour la sortie. Le truc, c'est qu'il faudrait annoncer des jeux avec ça. Vous savez que pour la Switch, ça a été très rapide, très précipité évidemment, vu le manque de succès de la Wii U. Et pour la prochaine console Nintendo, ça pourra aussi prendre tout le monde de court. On attend du coup plus des informations à la rentrée 2023, donc aux alentours de septembre, pour des infos sur une éventuelle nouvelle console. Mais tout ça va beaucoup dépendre du succès des prochains jeux Nintendo. Si ça continue de se vendre par palette à Noël, il est fort possible que début 2024, Nintendo réfléchisse très sérieusement à repousser l'annonce, encore une fois, d'une prochaine console. Voilà, on verra évidemment tout ça. Et on suivra ça tous ensemble. Juste à ce niveau-là, j'ai une vraie question. C'est-à-dire que vu que les gens qui préparent les jeux vidéo, s'ils ont commencé, là je suppose qu'ils ont commencé pour la prochaine. Ils ont déjà des dev kits. Oui, c'est ça, mais du coup, est-ce que Nintendo leur dit continuez à préparer dans le doute sur Switch? Ah non. Donc du coup, en fait, il y a un moment où ils pourront plus repousser parce qu'il y aura plus de jeu. Exactement. C'est ce qui s'est passé sur 3DS. Ils sortent parfois des jeux aussi. Imaginez après TOTK d'ailleurs. Donc tu penses qu'ils peuvent repousser encore combien de fois au niveau des sorties? En fait, je pense qu'ils peuvent tenir avec des DLC. On l'a vu avec Mario Kart, qui est arrivé avec des DLC juste parce que la Switch se portait méga bien, donc aucune raison d'en sortir un nouveau. Donc je pense que Mario Kart, il a fonctionné sur des DLC pour prolonger le prochain sur une nouvelle console Nintendo et que c'est déjà en train de préparer ça. Mais oui, à un moment 2025 tu pourras plus de jeu. Pour moi 2025 c'est 2025 ça sera très compliqué de faire avec les restes ou les remakes vite fait des jeux justement derrière. Ces épisodes des Nintendo touchent presque à sa fin et pour terminer, nous avons l'habitude de faire une FAQ. On a la chance d'être en direct du Paris Fan Festival aujourd'hui et on va pouvoir passer dans le public pour prendre vos questions. Mais tu n'as pas de micro, c'est ça que se passe ici? Il y a un micro. Il y a comment? Je n'entends pas. On peut faire une question. Madame, vous pouvez pas une question parce qu'on est déjà méga en retard, évidemment, comme d'habitude. On va prendre une question. Alors, qui a une question à poser? Vous pouvez lever la main. S'il y a une question ici, on va prendre, alors désolé, celui qui est le plus proche. Vous pouvez se poser la question. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas.
Et du coup, je voulais vous demander, vous avez parlé de beaucoup de consoles Nintendo, mais quelle est votre préférée et pourquoi? Console Nintendo portable, tout confondu. Tout confondu, console Nintendo confondu préférée. Moi, c'est très clairement, je pense, la Game Boy Advance. Hein. Console qui reprend toute la ludothèque Game Boy en une seule. Portable. Ce que j'ai toujours aimé chez Nintendo, c'est ce côté portable, personnellement. Pour ma part, c'est la Switch. La Switch où je suis arrivée beaucoup plus seule que tout le monde. J'ai commencé avec le confinement, Animal Crossing. Je crois qu'on a été nombreux dans cette situation. Et du coup, après, j'ai continué avec beaucoup d'autres jeux. J'ai découvert tous les titres fantastiques qu'il y avait sur Switch par la suite. Et vraiment, pour moi, c'est la console avec laquelle j'ai les plus belles expériences et les plus beaux souvenirs. Donc, j'ai hâte de savoir, c'est quoi, toi? La Game Boy Pocket. Oh, le noir et blanc. Oui. Ah, incroyable. Il n'y a pas plus rétro. Game Boy Pocket. Mon gros Vitesse. C'est l'enfance, hein. Eh oui. Moi, je vais dire la Game Boy Mini. Non, c'est pas vrai. Ouais, merci quand même. Non, en vrai, moi, je dirais la GameCube. GameCube. Parce que les jeux de fou, sensations de fou. C'est souvent et cité. juste, quelle manette. Quelle manette absolument incroyable. Antistar, il n'y a plus de réponse possible. La Super Nintendo, parce que je suis vieux et que j'ai grandi avec ça. Bien sûr, j'aurais pu répondre ça aussi. Et qu'il y a tout sur cette console pour l'époque. C'était une énorme révolution et je trouve honnêtement que des vieilles consoles, c'est la plus agréable à jouer aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'avec le recul, la Switch deviendra ma console favorite Nintendo de tous les temps parce qu'elle reprend tellement. Ça, c'est très probable, même pour moi. Possible, imaginable. Il y a tellement tout sur la machine que ça risque de le dire. Mais pour le moment, la nostalgie prime encore. Notez qu'on avait déjà fait ce sondage et on a une question qu'on peut prendre encore. Donc vous pouvez lever la main. Charmante dame ici en rose va pouvoir poser la question. Il y a une chose qui revient quasiment tout le temps, c'est que personne ne cite la Wii comme étant sa console Nintendo préférée. On avait fait le sondage déjà dans Nintendo et la Wii n'était jamais citée. C'est parce que tu as un public de fans de Nintendo. Si tu demandes, si tu fais un sondage à l'échelle du monde, par exemple, aussi, je pense que la Wii sera première ou deuxième, tu vois. C'est fort possible, c'est fort possible. Question ici dans le cul. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Héloïse. Enchantée Héloïse, quelle question as-tu? Alors, je suis désolée, ça vient sur un point qui était soulevé un peu plus tôt, autour du merchandising qui sort avec les jeux. Tout à fait. Je me suis demandé, les Pokémon, globalement, tout ce qui est peluche et compagnie, si on pense à tout ce qui est vraiment produit DVD, goodies, c'est les mêmes en fait. Alors pourquoi ça ne peut pas être repoussé d'autant que quand un nouveau jeu sort avec les nouveaux Pokémon, les nouvelles peluches, les nouveaux Pokémon ne vont pas sortir non plus à Day One avec le jeu. Alors, justement, si les nouvelles peluches et les nouveaux Pokémon sortent Day One avec le jeu, et c'est même ultra programmé et ultra calibré, on s'en rend vraiment pas trop compte en France parce qu'on a encore un délai au niveau du merchandising dû à l'importation des produits, mais au Japon, tout sort le même jour et tout est prévu le même jour. Les extensions de cartes que nous avons chez nous sont même elles aussi prévues déjà en amont, plutôt au Japon. Ça sort 6 mois. Nous, ça nous prend presque un an limite à avoir la nouvelle génération. Exactement. Donc oui, je sais que chez nous, on n'a pas cette impression-là, on voit ce délai, mais au Japon, et en tout cas maintenant de plus en plus en Asie, de manière générale, l'essence Pokémon est très fort, le merchandising arrive Day One, voire même quelques semaines avant le jeu afin de teaser, et c'est la même chose pour l'animé ou le dessin animé, où les Pokémon de la nouvelle génération vont apparaître dans le dessin animé quasiment à la date de sortie. Là, tu as justement sur le deuxième DLC qui est apparu dans le premier épisode. Exactement. Et nous, on le verra pas avant un an. L'animé tease déjà les DLC qui vont arriver. Les sorties des jeux sont mondiales, mais c'est toujours pas le cas du merchandising parce que il y a des logiques d'importation, de et en cargo. plus, en fait, faut pas oublier un truc, c'est que en fait, Nintendo aussi et Pokémon Company, c'est quand même très pensé pour le Japon aussi. Donc ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le public qui vise en premier, c'est le Japon, c'est pas l'international. Donc comme on dit, exactement, le merchandising rapporte beaucoup, surtout en Asie, et ce que ça rapporte est la machine de merchandising au Japon la plus importante. Vous avez des Pokémon Center là-bas, vous en avez une dizaine, avec du merchandising qui est dédié, qui change tous les 3 mois en fonction des saisons, en fonction des tendances, en fonction de ce qui marche bien. On teste aussi la popularité des Pokémon pour les faire ressortir ou faire des figurines ou des produits dérivés de certains Pokémon par rapport à d'autres. C'est pour ça que vous allez souvent voir ressortir Flamino, ou sur cette génération vous allez beaucoup voir ressortir quel Pokémon est très populaire dans cette génération. Forgelina est très populaire. Mascadra, comment il s'appelle le petit Malvalam. Non, pas Malvalam. Malvalam est populaire, mais c'est surtout le petit chat de plante. Sacha
Sacha, qui est aujourd'hui le plus populaire, certifié. C'est forcé que son évolution sera parmi les produits dérivés les plus importants. Je vois la montre évidemment qui est en train de tourner et ceci marque la fin des Nintendo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés ici. Ça a été un plaisir d'être en direct de ce Paris Fan Festival. Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis à 18 h sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/KenBogard, et en rediffusion si vous voulez voir tous les épisodes Nintendo et soutenir évidemment Nintendo. Vous avez le Patreon des Nintendo, patreon.com/les Nintendo. Je vous rappelle aussi que tous les produits dérivés juste ici sont sur le stand Mattel avec des compétitions de construction de Megablox avec ce Pikachu absolument hallucinant qui fait le mouvement du début de Pokémon jaune. Rapidement, le faisait vachement mieux que moi. C'est absolument fou. Avec les circuits dérivés, des produits officiels du film Super Mario Bros dont on vous a parlé hier. Merci à toutes et tous et très bon Fan Festival. Bye bye. Bye, merci. Merci beaucoup.